8 kilomètres séparent deux villages de Bretagne. Une route départementale droite comme un fil tendu, bordée de forêts épaisses et de silence. Lucas Roux la parcourait plusieurs fois par semaine pour retrouver sa petite amie. Il connaissait chaque virage, chaque panneau, chaque ombre qui dansait sous les réverbères quand la pluie tombait. Ce trajet ne prenait jamais plus de 12 minutes. Le soir du 19 janvier 2008, Lucas est parti de chez Chloé à minuit pile, après avoir regardé un film et partagé un repas tranquille. Il a envoyé un message à ses parents, en démarrant sa Peugeot grise, leur disant qu'il arriverait dans 10 minutes. Il n'est jamais arrivé. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pendant 15 ans, cette disparition a été classée comme une fugue probable ou un suicide dans la forêt, malgré l'absence totale de preuves. Puis en 2023, un expert en criminalistique numérique a ouvert un vieux GPS retrouvé dans la boîte à gants du véhicule abandonné. Ce qu'il a découvert dans les données brutes de l'appareil a tout changé. Les chiffres ne mentaient pas, et il racontait une version terrifiante de cette nuit-là. Une version qui prouve que Lucas Roux n'a pas disparu. Il a été effacé. Lucas Roux avait 23 ans en janvier 2008. Étudiant en 3e année d'ingénierie mécanique à l'université de Rennes, il était décrit par ses proches comme un jeune homme équilibré, méthodique, passionné de moto et de musique électronique. Il sortait depuis 8 mois avec Chloé Morvan, une étudiante en lettres qu'il avait rencontrée lors d'une soirée étudiante. Leur relation était stable, sans conflit notable. Ce samedi soir du 19 janvier, Lucas avait passé la soirée chez Chloé dans le village de Plounéour, à une trentaine de kilomètres de Rennes. Ils avaient cuisiné ensemble, regardé un film d'action et discuté de leurs projets pour l'été prochain. Vers minuit, Lucas a enfilé son blouson en cuir, embrassé Chloé sur le pas de la porte et lui a dit avec un sourire fatigué qu'il l'appellerait le lendemain matin. Il est monté dans sa Peugeot 206 grise immatriculée dans le Finistère. À minuit 3 exactement, il a envoyé un SMS à ses parents qui vivaient dans le village voisin de Kerglof, distant de seulement 8 km par la route départementale. Le message disait simplement qu'il arriverait dans 10 minutes. Lucas suivait des cours de portugais en ligne à cette période et avait tapé par erreur un mot en portugais avant de se corriger. Un détail anodin qui deviendrait plus tard un point de repère temporel crucial pour les enquêteurs. Cette nuit-là, une pluie glaciale tombait sur la Bretagne, accompagnée de rafales de vent qui faisaient trembler les panneaux routiers et courbaient les branches des chênes centenaires le long de la départementale. Lucas connaissait parfaitement ce trajet qu'il effectuait plusieurs fois par semaine depuis des mois. Jamais il ne mettait plus de 12 minutes pour rentrer chez ses parents. À minuit 13, il aurait dû franchir le portail familial. Il n'est jamais arrivé. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez ce soir et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si cette histoire commence à vous captiver autant qu'elle m'a captivé en l'écrivant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Le dimanche 20 janvier 2008, à 6h30 du matin, le père de Lucas Roux a appelé la gendarmerie de Carhaix-Plouguer pour signaler la disparition de son fils. Il expliqua d'une voix tremblante que Lucas avait quitté le domicile de sa petite amie la veille à minuit et qu'il n'était jamais rentré à la maison. Le gendarme de permanence nota les informations de base et promit d'envoyer une patrouille inspecter la route départementale dès que possible. À cette heure matinale, personne n'imaginait encore que cette disparition deviendrait l'une des affaires les plus troublantes de la région. À 7h15, 2 gendarmes ont pris la route entre Plounéour et Kerglof pour effectuer une inspection visuelle du trajet. La pluie avait cessé durant la nuit, laissant place à un ciel bas et gris qui pesait sur la campagne bretonne comme une chape de plomb. Les routes étaient encore mouillées, les fossés débordaient d'eau boueuse et les branches brisées par le vent de la nuit précédente jonchaient les bas-côtés. Les gendarmes roulaient lentement, scrutant chaque mètre de bitume à la recherche de traces de freinage, de débris de carrosserie ou de tout signe indiquant un accident. À 7h42 exactement, l'un des gendarmes a repéré la Peugeot 206 grise de Lucas, garée sur le bas-côté droit de la départementale, à environ 4 km de Plounéour et 4 km de Kerglof. Le véhicule était parfaitement stationné le long de la ligne blanche, les roues droites, comme si le conducteur avait simplement décidé de s'arrêter pour contempler le paysage. Aucune trace de freinage sur la chaussée, aucun impact visible sur la carrosserie. Les phares étaient éteints, le moteur était froid. Tout semblait normal, presque trop normal pour une scène de disparition. Les gendarmes se sont approchés du véhicule avec précaution. Les portières étaient verrouillées de l'extérieur.
Les vitres étaient remontées. À travers le pare-brise, il pouvait voir l'intérieur impeccable de l'habitacle. Aucun signe de lutte, aucun désordre, aucune tache suspecte. Le volant était droit. Le levier de vitesse était sur la position neutre. Sur le siège passager, parfaitement plié, se trouvait le blouson en cuir que Lucas portait selon le témoignage de Chloé. Sur le tableau de bord, posé négligemment, son téléphone portable Nokia était éteint. Dans le vide-poche central, son portefeuille en cuir usé contenait sa carte d'identité, sa carte bancaire et 43 € en espèces. Le brigadier-chef Jan Kervella, qui dirigeait l'intervention, a immédiatement compris que quelque chose clochait profondément dans cette scène. Un homme qui abandonne volontairement sa voiture pour fuir ou se suicider n'emporte jamais son blouson, mais laisse son téléphone et son argent derrière lui. C'est une contradiction comportementale majeure. De plus, les portières verrouillées de l'extérieur posaient une question logistique troublante. Si Lucas était sorti de son véhicule de son plein gré, comment avait-il pu verrouiller les portières depuis l'extérieur alors que les clés étaient encore sur le contact à l'intérieur du véhicule? Kervella a ordonné l'ouverture du véhicule par un serrurier d'urgence. À 9 h du matin, la portière conducteur a été déverrouillée sans endommager la serrure. L'odeur à l'intérieur était celle d'un habitacle fermé depuis plusieurs heures, légèrement imprégné du parfum de Lucas, selon ce que confirmerait plus tard sa famille. Les techniciens de la gendarmerie ont photographié minutieusement chaque centimètre carré de l'intérieur avant de toucher quoi que ce soit. Ils ont ensuite saisi le téléphone portable, le portefeuille, le blouson et tous les objets personnels trouvés dans le véhicule pour analyse ultérieure. Dans la boîte à gants, les enquêteurs ont découvert les papiers du véhicule, un paquet de chewing-gum à la menthe, un CD de musique électronique gravé maison et un GPS portable de marque TomTom, modèle relativement récent pour l'époque. Le GPS était éteint. Personne n'y a prêté une attention particulière ce jour-là. Il a été placé dans un sac à scellé transparent avec les autres objets et stocké dans les archives de la gendarmerie. Pendant 15 ans, il resterait là, inerte, gardant dans sa mémoire électronique un secret que personne ne savait encore chercher. Les premières recherches au sol ont été lancées dès 10 h ce dimanche matin. Une vingtaine de gendarmes et de pompiers volontaires ont ratissé les forêts environnantes dans un rayon de 2 km autour du véhicule abandonné. Ils avançaient en ligne, sondant les sous-bois denses avec des bâtons, inspectant les fossés remplis d'eau glacée, scrutant les taillis épais qui bordèrent la route. 2 chiens pisteurs spécialisés dans la recherche de personnes disparues ont été amenés sur place en début d'après-midi pour tenter de retrouver une trace olfactive. Les chiens ont été mis en contact avec un vêtement de Lucas fourni par ses parents. Ils ont ensuite été lâchés près de la portière conducteur de la Peugeot. Les 2 animaux ont immédiatement capté une piste. Ils ont reniflé intensément le sol autour de la voiture, tournant en cercle pendant quelques minutes, avec une excitation visible. Puis ils se sont dirigés vers la lisière de la forêt, située à une trentaine de mètres du véhicule. Leur maître les suivait avec espoir, convaincus qu'ils allaient retrouver Lucas blessé ou inconscient, quelque part dans les bois. Mais à exactement 23 mètres de la portière conducteur, les 2 chiens se sont arrêtés net. Ils ont tourné sur eux-mêmes, reniflé frénétiquement le sol, puis se sont couchés en gémissant. Leurs maîtres ont eu beau les encourager, leur montrer à nouveau le vêtement de Lucas, les guider vers différentes directions, rien n'y faisait. Les chiens avaient perdu la trace, complètement. Comme si Lucas Roux s'était volatilisé dans les airs à cet endroit précis. Les maîtres chiens, pourtant expérimentés, n'avaient jamais vu leurs animaux réagir de cette façon auparavant. Cette interruption brutale de la piste olfactive a profondément troublé les enquêteurs. Dans les cas de disparition classiques, même si une personne monte dans un autre véhicule, les chiens peuvent généralement suivre la trace jusqu'à un point de départ logique. Mais ici, c'était comme si Lucas avait cessé d'exister à 23 mètres de sa voiture. Le brigadier-chef Kervella a ordonné des recherches encore plus approfondies dans cette zone spécifique, mais rien n'a été trouvé. Pas de vêtements déchirés, pas de traces de lutte, pas de sang, pas même une empreinte de pas clair dans la boue. Les recherches se sont poursuivies pendant 3 jours complets. Des plongeurs ont inspecté les étangs et les cours d'eau dans un rayon de 5 km. Des drones équipés de caméras thermiques ont survolé les forêts. Des bénévoles locaux ont rejoint les équipes officielles pour ratisser méthodiquement chaque parcelle de terrain. Plus de 150 personnes ont participé aux battues. Mais Lucas Roux restait introuvable.
Pas le moindre indice, pas la moindre piste concrète. Juste une voiture abandonnée, verrouillée de l'extérieur, et un jeune homme évaporé dans la nuit bretonne. Le jeudi 24 janvier, 4 jours après la disparition, l'enquête a pris un tournant procédural. En l'absence de corps, de témoins ou de preuves matérielles d'un crime, le procureur de la République a demandé aux enquêteurs d'explorer toutes les hypothèses possibles, y compris celle d'une disparition volontaire. Cette directive a profondément choqué la famille de Lucas, qui affirmait que leur fils n'avait aucune raison de fuir sa vie. Mais dans le système judiciaire français, sans preuve de crime, une disparition d'adulte est souvent traitée initialement comme un choix personnel potentiel. Les gendarmes ont donc commencé à fouiller dans la vie privée de Lucas avec une minutie parfois invasive. Ils ont interrogé sa petite amie Chloé pendant plus de 6 heures, scrutant chaque détail de leur relation. Ils ont épluché ses relevés bancaires à la recherche de transactions suspectes. Ils ont analysé l'historique de son ordinateur portable et de son téléphone pour détecter d'éventuels signes de détresse psychologique ou de double vie. Ils ont interrogé ses amis, ses professeurs, ses voisins. Tous ont donné la même description d'un jeune homme stable, heureux, tourné vers l'avenir, sans le moindre signe avant-coureur de dépression ou de désir de disparaître. Malgré l'absence totale de preuves tangibles, l'hypothèse du suicide a rapidement pris de l'ampleur dans les couloirs de la gendarmerie. Pour les enquêteurs les plus sceptiques, le scénario semblait plausible dans sa sinistre simplicité. Lucas aurait garé sa voiture, laissé ses affaires à l'intérieur pour faire croire à un enlèvement ou un accident, puis se serait enfoncé dans la forêt pour mettre fin à ses jours dans un endroit reculé où son corps ne serait jamais retrouvé. Cette théorie avait l'avantage d'expliquer pourquoi aucune trace de lutte n'avait été détectée et pourquoi les chiens avaient perdu sa piste si brusquement. Le problème majeur de cette hypothèse résidait dans le profil psychologique de Lucas. Tous les témoignages concordaient pour décrire un jeune homme en pleine ascension personnelle et professionnelle. 2 semaines avant sa disparition, Lucas avait passé avec succès un entretien d'embauche pour un stage de fin d'études chez Renault dans le département de conception mécanique. Il avait raconté cet entretien avec enthousiasme à ses parents et à Chloé, détaillant les projets sur lesquels il pourrait travailler. Il avait même commencé à chercher un appartement à proximité du site industriel où il devait effectuer ce stage à partir du mois de mars. Sa mère, Marie-Claire Roux, a fourni aux enquêteurs le téléphone fixe familial qui contenait des messages vocaux laissés par Lucas dans les jours précédant sa disparition. Dans ces enregistrements, on entendait un jeune homme joyeux qui plaisantait avec sa mère, lui demandait des conseils pour cuisiner un plat compliqué et lui annonçait qu'il ramènerait Chloé déjeuner le dimanche suivant. Aucun signe de détresse, aucune phrase ambiguë, aucun adieu déguisé. Juste la voix claire et détendue d'un fils qui parlait de ses projets d'avenir avec optimisme. Les relevés bancaires de Lucas ont été examinés ligne par les enquêteurs financiers. Ils révélaient une gestion prudente et sans surprise. Lucas recevait une bourse étudiante modeste et un petit complément financier de ses parents. Il dépensait principalement pour l'essence, les courses alimentaires, quelques sorties au cinéma et des achats de livres techniques pour ses études. Aucun retrait massif d'argent avant sa disparition. Aucune transaction inhabituelle. Aucun signe de dette ou de problème financier qui aurait pu le pousser à fuir ou à se cacher. L'analyse de son ordinateur portable et de ses communications électroniques n'a révélé aucun élément préoccupant. Ces derniers mails échangés concernèrent des questions de cours avec des camarades de promotion, des discussions techniques sur des forums spécialisés en mécanique automobile, et quelques messages affectueux avec Chloé qui planifiait un week-end à Saint-Malo pour le mois de février. Lucas n'avait aucune présence sur les réseaux sociaux de l'époque comme Facebook ou MySpace. Il préférait les échanges directs et considérait ces plateformes comme une perte de temps selon ses proches. Chloé Morvan a été interrogée à de multiples reprises par les gendarmes qui cherchaient désespérément une faille dans son témoignage ou un indice qu'elle aurait pu négliger. Elle a raconté systématiquement la même version des événements avec une cohérence troublante. Lucas était arrivé chez elle vers 19 h ce samedi soir. Ils avaient cuisiné ensemble des pâtes carbonara. Ils avaient regardé un film d'action américain dont elle ne se souvenait plus du titre exact. Vers 23h30, Lucas avait consulté son téléphone et dit qu'il devait rentrer car il avait prévu de réviser ses cours le lendemain matin. Selon Chloé, Lucas semblait parfaitement normal ce soir-là. Ni préoccupé, ni nerveux, ni distrait.
Il avait plaisanté pendant le film, ri aux scènes d'action et discuté avec elle de leurs projets pour les vacances d'été. Il avait mentionné qu'il aimerait partir en road trip à moto en Italie si ses finances le permettaient. Quand il est parti, il l'a embrassé tendrement sur le pas de la porte et lui a dit avec un sourire fatigué qu'il l'appellerait le lendemain matin. Rien dans son comportement ne laissait présager qu'il s'apprêtait à disparaître volontairement ou à commettre un acte irréversible. Les enquêteurs ont également interrogé les rares automobilistes qui avaient emprunté cette route départementale entre minuit et 1h du matin cette nuit-là. 3 témoins se sont manifestés suite à un appel à témoins diffusé dans la presse locale. Un chauffeur routier qui transportait du matériel agricole a déclaré avoir circulé sur cette portion de route vers minuit 15 sans remarquer de véhicules arrêtés ou de personnes marchant le long de la chaussée. Une infirmière rentrant de son service de nuit à l'hôpital de Carhaix a affirmé avoir roulé sur cette route vers minuit 30 et n'avoir rien vu d'inhabituel malgré la pluie battante. Le 3e témoin était un retraité insomniaque qui promenait son chien près de chez lui, à environ 1 kilomètre de l'endroit où la voiture de Lucas a été retrouvée. Il a raconté avoir entendu un bruit de moteur vers minuit 20, suivi d'un claquement sourd qu'il avait d'abord pris pour une portière de voiture. Mais à cause de la pluie et du vent, il n'avait pas pu déterminer la direction exacte du bruit, ni voir quoi que ce soit dans l'obscurité totale de la campagne bretonne. Ce témoignage fragmentaire n'a apporté aucun élément concret à l'enquête, mais a confirmé qu'une activité humaine avait eu lieu dans la zone au moment approximatif de la disparition. Face à l'absence de pistes solides, l'enquête a commencé à stagner dès la fin du mois de janvier. Les recherches au sol ont été progressivement réduites, puis arrêtées début février. Le dossier est resté ouvert, mais sans avancée significative. Les gendarmes continuaient à recevoir des appels de témoins qui pensaient avoir aperçu Lucas dans différentes villes de France. Mais chaque piste s'est révélée infructueuse après vérification. Certains témoignages étaient de bonne foi mais concernaient des sosies. D'autres étaient des canulars cruels qui faisaient perdre un temps précieux aux enquêteurs et ravivaient l'espoir déchirant de la famille. En mars 2008, le procureur de la République a officiellement classé l'affaire en disparition inquiétante, sans suite judiciaire immédiate. Cette décision administrative signifiait que sans éléments nouveaux, l'enquête active était suspendue. Le dossier rejoignait les dizaines de milliers de disparitions non élucidées qui encombrent les archives des tribunaux français chaque année. Pour les statistiques officielles, Lucas Roux était devenu un numéro de dossier, une ligne dans un tableur, un visage sur une affiche qui jaunirait lentement sur les murs des gendarmeries. Pour la famille Roux, cette classification administrative était une condamnation à l'incertitude perpétuelle. Ni vivant ni mort officiellement, Lucas existait dans un état juridique et émotionnel suspendu. Ses parents ne pouvaient pas faire leur deuil, sans corps ni certitude. Ils ne pouvaient pas tourner la page sans réponse. Chaque matin, Marie-Claire se réveillait avec l'espoir irrationnel que Lucas franchirait la porte d'entrée avec une explication logique à son absence. Chaque soir, elle s'endormait avec le poids écrasant de l'incompréhension. Les années suivantes ont été une descente lente et douloureuse, dans une forme de purgatoire familial. Les Roux ont refusé de vider la chambre de Lucas, qui est restée intacte, comme un sanctuaire figé dans le temps. Ses livres de cours étaient toujours empilés sur son bureau. Ses posters de moto de compétition tapissaient encore les murs. Son ordinateur portable vieillissant trônait sur l'étagère, chargé de fichiers que personne n'osait effacer. La famille célébrait son anniversaire chaque année en allumant une bougie, refusant d'accepter qu'il ne reviendrait peut-être jamais. Chloé Morvan a continué ses études et obtenu son diplôme en lettres. Elle s'est mariée en 2012 avec un professeur de lycée et a eu 2 enfants. Mais dans les interviews qu'elle a accordées des années plus tard à des journalistes qui rouvraient périodiquement le dossier, elle avouait que la disparition de Lucas hantait encore ses nuits. Elle se réveillait parfois en sursaut, convaincue d'avoir oublié un détail crucial de cette soirée de janvier, un indice qu'elle aurait dû remarquer et qui aurait pu tout changer. Cette culpabilité irrationnelle ne l'a jamais quittée complètement. Le brigadier-chef Yann Kervella a pris sa retraite en 2015 après 32 ans de service dans la gendarmerie. L'affaire Lucas Roux figurait parmi ses regrets professionnels les plus profonds. Dans une interview accordée à un journal local pour son pot de départ, il avait confié que cette enquête le tourmentait encore,
Il avait le sentiment persistant d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel, d'avoir négligé un élément qui se trouvait sous ses yeux depuis le début. Mais il ne savait pas quoi, et cette ignorance le rongeait comme un acide lent. Les années se sont écoulées sans apporter de réponse. Lucas Roux est devenu une légende urbaine locale, un fantôme moderne dont l'histoire était racontée dans les bars de Bretagne les soirs de pluie. Certains affirmaient l'avoir croisé en Espagne, travaillant sous une fausse identité. D'autres juraient qu'il avait rejoint une secte mystérieuse dans les Pyrénées. Les théories les plus folles circulaient, alimentées par l'absence totale d'explications rationnelles. Mais la vérité, froide et méthodique, dormait toujours dans un sac à scellés transparent rangé dans les archives climatisées de la gendarmerie de Carhaix-Plouguer. 15 ans se sont écoulés entre la disparition de Lucas Roux et le moment où son dossier a refait surface dans le système judiciaire français. 15 années pendant lesquelles la technologie a connu des mutations vertigineuses. En 2008, les smartphones n'existaient pas encore vraiment. Les GPS portables étaient des objets autonomes qu'on fixait sur le tableau de bord. Les réseaux sociaux en étaient à leur balbutiement. Les caméras de surveillance étaient rares et de qualité médiocre. En 2023, le monde avait changé du tout au tout. Chaque intersection était filmée, chaque téléphone portable était un mouchard électronique et l'analyse des données numériques était devenue une science criminalistique à part entière. C'est cette révolution technologique qui a permis la réouverture de centaines de cold cases à travers la France. Le ministère de la Justice avait créé en 2021 une unité nationale spécialisée dans le réexamen des affaires anciennes à la lumière des outils d'investigation modernes. Cette unité disposait de logiciels d'analyse ADN de nouvelle génération, de bases de données interconnectées à l'échelle européenne et surtout d'experts en criminalistique numérique capables d'extraire des informations à partir de supports électroniques obsolètes que personne n'avait songé à analyser à l'époque des faits. En janvier 2023, exactement 15 ans après la disparition de Lucas, un documentaire télévisé diffusé sur France 3 Bretagne a ravivé l'intérêt médiatique pour cette affaire. Le réalisateur avait retrouvé les parents de Lucas, désormais âgés de 70 ans, toujours habités par l'espoir fou de comprendre ce qui était arrivé à leur fils. Marie-Claire et Jean-Pierre Roux apparaissaient à l'écran comme des fantômes d'eux-mêmes, vieillis prématurément par le chagrin et l'incertitude. Leur témoignage poignant a ému des millions de téléspectateurs et relancé le débat public sur les disparitions non élucidées. Suite à la diffusion de ce documentaire, une pétition en ligne réclamant la réouverture de l'enquête a recueilli plus de 80 000 signatures en moins d'une semaine. Des associations de familles de disparus ont organisé des manifestations devant les tribunaux de Quimper et de Rennes. La pression médiatique et sociale est devenue telle que le procureur de la République a fini par transmettre le dossier Roux à l'unité nationale des cold cases pour réévaluation complète. C'était la première fois en 15 ans qu'un magistrat rouvrait officiellement ce dossier avec des moyens d'investigation modernes. Le commandant Nadia Kessler, responsable de l'unité des cold cases, a reçu le dossier papier de Lucas Roux en février 2023. Elle dirigeait une équipe de 12 enquêteurs spécialisés, secondés par des experts scientifiques de haut niveau. Kessler était une femme de 45 ans au parcours impressionnant. Diplômée de l'École nationale supérieure de la police, elle avait travaillé pendant 15 ans à la police judiciaire parisienne avant d'être recrutée pour diriger cette unité innovante. Sa spécialité était la relecture méthodique des enquêtes anciennes en identifiant les angles morts technologiques de l'époque. En parcourant le dossier Lucas Roux, Kessler a immédiatement identifié plusieurs faiblesses dans l'enquête initiale. Les gendarmes de 2008 avaient fait un travail consciencieux avec les moyens dont ils disposaient, mais ils n'avaient pas eu accès aux outils qui existaient désormais. Par exemple, l'analyse ADN de 2008 nécessitait des échantillons biologiques relativement importants. En 2023, il était possible de récupérer des profils génétiques exploitables à partir de quelques cellules invisibles à l'œil nu. De même, l'analyse des téléphones portables s'était considérablement sophistiquée avec la possibilité de récupérer des données effacées ou de reconstituer des déplacements précis grâce aux bornes de relais. Kessler a demandé que tous les scellés de l'affaire Lucas Roux soient sortis des archives et transférés dans les laboratoires de son unité à Paris. 3 cartons poussiéreux sont arrivés par fourgon sécurisé début mars. Ils contenaient les vêtements de Lucas prélevés dans sa chambre,
son téléphone portable Nokia, son portefeuille, quelques objets personnels trouvés dans la voiture et le GPS TomTom retrouvé dans la boîte à gants. Chaque objet était étiqueté, daté, scellé dans du plastique transparent selon les procédures légales strictes qui garantissent la chaîne de conservation des preuves. L'équipe de Kessler a commencé par réanalyser le téléphone portable de Lucas avec des outils modernes. Malheureusement, la batterie interne du Nokia avait complètement perdu sa charge après 15 ans d'inactivité. Les techniciens ont tenté de la remplacer et de rallumer l'appareil, mais la carte mère électronique s'était dégradée avec le temps. Impossible de récupérer les données directement depuis le téléphone. Ils se sont alors tournés vers les archives de l'opérateur téléphonique de l'époque, mais les logs de connexion aux bornes de relais ne sont conservés que pendant 1 an maximum pour des raisons de protection de la vie privée. Cette piste était définitivement morte. L'analyse ADN des vêtements de Lucas n'a révélé que son propre profil génétique et quelques traces appartenant à ses parents et à Chloé, ce qui était parfaitement cohérent avec une vie quotidienne normale. Aucun ADN inconnu susceptible d'appartenir à un agresseur ou à un complice n'a été détecté. Les techniciens ont également passé les vêtements sous une lumière ultraviolette à la recherche de traces biologiques invisibles à l'œil nu. Mais là encore, rien d'exploitable n'est apparu. Si Lucas avait été victime d'une agression physique, elle n'avait laissé aucune trace sur ses effets personnels. C'est alors que le regard de Kessler s'est posé sur le GPS TomTom. Cet appareil rectangulaire de la taille d'un smartphone moderne semblait parfaitement anodin. En 2008, les enquêteurs avaient consulté l'historique des destinations enregistrées dans le GPS, une fonction accessible directement depuis le menu de l'appareil. Ils avaient constaté que Lucas l'utilisait principalement pour se rendre à son université à Rennes et parfois pour des trajets plus longs vers des villes qu'il ne connaissait pas. Rien de suspect. L'appareil avait ensuite été rangé dans les scellés sans autre forme d'analyse approfondie. Mais Kessler savait quelque chose que les gendarmes de 2008 ignoraient. Les GPS portables de cette génération enregistraient bien plus que de simples destinations. Ils conservaient dans leur mémoire interne des fichiers de logs techniques appelés NMEA logs, du nom du protocole de communication utilisé par les satellites de géolocalisation. Ces fichiers contenaient toutes les données brutes de positionnement capturées par l'appareil, y compris des informations que l'utilisateur final ne voyait jamais sur l'écran. Ces logs pouvaient révéler des déplacements précis, des vitesses instantanées, des changements de direction, et même des anomalies techniques qui n'apparaissaient pas dans l'interface utilisateur classique. Le problème était que personne n'avait pensé à extraire ces logs en 2008. À l'époque, cette procédure nécessitait des compétences très pointues en ingénierie électronique et des outils logiciels qui n'étaient disponibles que dans les laboratoires de recherche universitaires ou chez les fabricants eux-mêmes. Les gendarmes avaient simplement allumé le GPS, consulté le menu visible et l'avaient éteint. Les données brutes dormaient toujours dans la puce mémoire de l'appareil, attendant qu'une main experte vienne les réveiller. Kessler a confié le GPS à Olivier Dumas, un ingénieur en criminalistique numérique de 38 ans qui travaillait pour son unité. Dumas était un ancien chercheur du CNRS spécialisé dans la récupération de données sur supports obsolètes. Il avait déjà réussi des exploits remarquables en extrayant des informations de disquettes vieilles de 30 ans, de téléphones portables tombés dans l'eau et même d'un disque dur partiellement brûlé lors d'un incendie criminel. Si quelqu'un pouvait faire parler ce vieux GPS, c'était lui. Dumas a commencé par démonter précautionneusement le boîtier en plastique du TomTom dans une salle blanche stérile pour éviter toute contamination ou dégradation supplémentaire des composants électroniques. À l'intérieur, il a identifié une puce mémoire flash de 2 gigaoctets, un processeur GPS de marque CRF et une batterie lithium-ion complètement morte. Il a dessoudé délicatement la puce mémoire de la carte mère et l'a connectée à un lecteur spécialisé capable de lire directement les données binaires stockées dans les cellules de silicium. C'était un travail de chirurgie électronique qui nécessitait une précision au millimètre près. Après plusieurs jours de travail minutieux, Dumas a réussi à extraire l'intégralité du contenu de la mémoire flash. Il a obtenu un fichier binaire de plusieurs centaines de mégaoctets contenant le système d'exploitation du GPS, les cartes routières de France et surtout les fichiers de log NMEA datant de 2007 et 2008.
Ces fichiers étaient encodés dans un format technique complexe, lisible uniquement par des logiciels spécialisés. Dumas a passé une semaine à écrire un programme informatique sur mesure capable de décoder ces données et de les convertir en informations géographiques compréhensibles. Le 15 avril 2023, Olivier Dumas a frappé à la porte du bureau de Nadia Kessler avec une expression qu'elle n'oublierait jamais. C'était un mélange d'excitation scientifique et d'horreur viscérale. Il tenait dans ses mains une tablette électronique affichant une carte interactive de la Bretagne, parsemée de points colorés et de lignes de trajectoire. Il a posé la tablette sur le bureau de Kessler et a dit d'une voix blanche qui tremblait légèrement : « Commandant, j'ai trouvé quelque chose d'impossible. Je crois que nous tenons enfin la preuve que Lucas Roux n'a jamais disparu volontairement. Si cette enquête vous captive, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir ce que les données du GPS ont révélé. » Nadia Kessler s'est penchée sur la tablette électronique que lui tendait Olivier Dumas. L'écran affichait une carte routière de la région de Bretagne, centrée sur la départementale reliant Plounéour à Kerglof. Des dizaines de points GPS formaient un nuage coloré le long de cette route, représentant tous les trajets effectués par Lucas au cours des semaines précédant sa disparition. La plupart de ces points suivaient des trajectoires parfaitement logiques et cohérentes avec les habitudes d'un étudiant qui se rend régulièrement chez sa petite amie. Mais un ensemble de points, marqués en rouge vif sur la carte, formait un motif complètement aberrant qui défiant toute logique géographique. Dumas a zoomé sur la zone correspondant à la nuit du 19 au 20 janvier 2008. Les données du GPS montraient que l'appareil s'était allumé automatiquement à minuit 2, probablement déclenché par le démarrage du moteur de la Peugeot qui alimentait électriquement le support ventouse sur lequel était fixé le GPS. Pendant les 3 premières minutes, les points de géolocalisation suivaient parfaitement la départementale en direction de Kerglof, exactement comme on pouvait s'y attendre. La vitesse enregistrée oscillait entre 60 et 70 km/h, une allure normale pour cette route de campagne partant de pluie. Mais à minuit 5 exactement, les données prenaient un tournant absolument incompréhensible. Le GPS enregistrait soudain une immobilisation complète du véhicule pendant environ 40 secondes. La vitesse tombait à 0 km/h. Les coordonnées géographiques se stabilisaient sur un point précis, situé à 4,2 km de Plounéour et 3,8 km de Kerglof. C'était exactement l'endroit où la voiture de Lucas avait été retrouvée le lendemain matin. Jusque-là, tout semblait cohérent avec l'hypothèse qu'il s'était arrêté volontairement à cet endroit. Mais ce qui suivait défiant toute explication rationnelle. À minuit 6, le GPS recommençait à enregistrer du mouvement. Sauf que cette fois, les données révélaient une vitesse qui montait brutalement à 90 km/h, puis à 100 km/h, puis même à 115 km/h par intermittence. Le véhicule semblait parcourir des distances considérables dans toutes les directions possibles. Les points GPS traçaient des zigzags chaotiques sur la carte, s'éloignant puis se rapprochant de la départementale selon des trajectoires qui ne correspondaient à aucune route existante. Pendant près de 25 minutes, le GPS enregistrait un balai géographique totalement délirant. Le plus troublant dans ces données résidait dans un détail technique que seul un expert comme Dumas pouvait détecter. Les fichiers de log contenaient non seulement les positions GPS, mais aussi des métadonnées techniques sur l'état du récepteur satellite lui-même. L'une de ces métadonnées indiquait le nombre de satellites captés par l'appareil à chaque instant. En conditions normales, un GPS portable capte entre 4 et 12 satellites simultanément pour trianguler sa position avec précision. Plus le nombre de satellites est élevé, plus la localisation est fiable. Or, pendant cette phase de mouvement erratique, entre minuit 6 et minuit 30, le nombre de satellites captés oscillait de manière anormale entre 2 et 5, ce qui suggérait une obstruction partielle du signal. Cette obstruction partielle avait une signification très précise pour un ingénieur GPS. Elle indiquait que l'appareil se trouvait probablement dans un environnement semi-confiné où les signaux satellites avaient du mal à pénétrer complètement. Par exemple, l'intérieur d'un garage métallique, sous un pont autoroutier ou dans la benne d'un camion bâché. En conditions normales de circulation routière, même sous une pluie battante, un GPS portable capte sans difficulté entre 8 et 12 satellites.
La dégradation constatée dans les logs suggérait fortement que le véhicule de Lucas avait été placé à l'intérieur ou sous quelque chose qui bloquait partiellement les ondes électromagnétiques venues de l'espace. Mais le détail le plus horrifiant se cachait dans un autre fichier de log que Dumas avait extrait de la mémoire du GPS. Ce fichier s'appelait diagnostic.log et contenait des informations sur l'état de la batterie interne de l'appareil ainsi que sur les connexions électriques externes. Les GPS portables de cette génération possédaient deux sources d'alimentation distinctes. Une batterie interne rechargeable, qui permettait de les utiliser en mode piéton pendant quelques heures, et une alimentation externe via l'allume-cigare du véhicule pour un usage prolongé. Le fichier de diagnostic enregistrait chaque changement de source d'alimentation avec un horodatage précis. Or, ce fichier révélait une information capitale. À minuit 5 pile, soit exactement au moment où le GPS enregistrait l'arrêt complet du véhicule, l'appareil avait basculé automatiquement sur sa batterie interne. Cela signifiait que l'alimentation électrique externe avait été coupée. En termes concrets, le moteur de la Peugeot avait été arrêté à cet instant précis, mais malgré cette coupure du moteur, le GPS continuait d'enregistrer des déplacements à haute vitesse pendant les 25 minutes suivantes, en fonctionnant uniquement sur batterie interne. C'était physiquement impossible si la voiture roulait normalement avec son moteur en marche. Dumas a expliqué à Kessler les implications techniques de cette découverte avec une précision chirurgicale. Si le GPS enregistrait du mouvement alors que le moteur du véhicule était éteint, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. La Peugeot de Lucas avait été transportée par un autre véhicule. Quelqu'un avait coupé le contact de la voiture, puis l'avait chargée sur une dépanneuse, un camion plateau ou tout autre véhicule capable de transporter une automobile de 900 kg. Le GPS fixé sur le tableau de bord continuait d'enregistrer les mouvements en utilisant sa batterie de secours, totalement indifférent au fait que la voiture dans laquelle il se trouvait n'avançait plus par ses propres moyens. Cette révélation changeait radicalement la nature de l'enquête. Lucas Roux n'avait pas garé sa voiture volontairement à cet endroit avant de disparaître dans la forêt. Quelqu'un l'avait intercepté sur cette route déserte, l'avait neutralisé d'une manière ou d'une autre, avait coupé le moteur de son véhicule, puis avait chargé la Peugeot entière sur un autre véhicule pour la transporter ailleurs. Pendant 25 minutes, le ou les auteurs de cette opération avaient conduit avec la voiture de Lucas, à bord de leur propre véhicule, probablement vers un lieu secondaire où ils pouvaient agir sans témoin et sans risque d'être découverts. Mais pourquoi ramener ensuite la voiture exactement au même endroit où elle avait été enlevée? Cette question tourmentait Kessler depuis qu'elle avait compris la mécanique de l'enlèvement. La réponse s'est imposée à elle avec une clarté glaçante. C'était une mise en scène. Le ou les auteurs voulaient faire croire à une disparition volontaire ou à un suicide dans la forêt. En ramenant la voiture intacte sur le lieu initial, sans trace de lutte ni de violence, ils créaient un scénario plausible de jeune homme qui abandonne son véhicule et s'enfonce dans les bois pour ne plus jamais revenir. C'était une manipulation psychologique destinée à orienter l'enquête dans la mauvaise direction. Cette stratégie avait parfaitement fonctionné pendant 15 ans. Les gendarmes de 2008 avaient effectivement privilégié l'hypothèse du suicide ou de la fugue volontaire, faute d'éléments suggérant un acte criminel. L'absence de traces de lutte, de sang ou de témoins oculaires avait conforté cette théorie. Personne n'avait imaginé qu'un criminel puisse avoir la sophistication technique nécessaire pour enlever un jeune homme, faire disparaître son corps, puis ramener méticuleusement sa voiture au point de départ pour créer un alibi géographique parfait. Cette mise en scène démontrait un niveau de préméditation et de sang-froid absolument terrifiant. Kessler a demandé à Dumas d'analyser encore plus finement les trajectoires enregistrées pendant ces 25 minutes critiques. L'ingénieur a superposé les points GPS sur une carte détaillée de la région en utilisant un logiciel cartographique professionnel. Il a remarqué que malgré leur apparence chaotique, les déplacements suivaient globalement un axe nord-sud avec des allers-retours répétés. La distance totale parcourue selon les calculs du GPS était d'environ 42 km. Mais comme l'appareil se trouvait dans un environnement avec une réception satellite dégradée, cette mesure était probablement imprécise, avec une marge d'erreur pouvant atteindre 30%. En croisant ces données avec la topographie locale, Dumas a identifié plusieurs zones potentielles où le véhicule transportant la Peugeot de Lucas aurait pu se rendre.
Il y avait notamment une ancienne carrière désaffectée située à environ 20 km au nord, plusieurs granges agricoles isolées et un petit port de pêche abandonné sur la côte à une trentaine de kilomètres à l'ouest. Chacun de ces lieux présentait les caractéristiques idéales pour un crime prémédité. Isolement total, absence de témoins, possibilité de dissimuler un corps sans risque de découverte rapide. Kessler a immédiatement ordonné des recherches ciblées sur ces sites potentiels. Des équipes cynophiles, spécialisées dans la détection de restes humains anciens, ont été déployées sur chacun des lieux identifiés par Dumas. Des archéologues judiciaires équipés de radars à pénétration de sol ont scanné les terrains à la recherche d'anomalies souterraines qui pourraient correspondre à une sépulture clandestine. Des plongeurs ont inspecté le port abandonné et les bassins de décantation de l'ancienne carrière. Mais après 3 semaines de recherches intensives, aucun reste humain n'a été découvert. Soit Lucas avait été enterré dans un endroit que les données GPS ne permettaient pas d'identifier précisément, soit son corps avait été détruit ou dissimulé d'une manière qui le rendait indétectable. Malgré l'absence de corps, Kessler disposait désormais d'une preuve technique irréfutable que Lucas Roux avait été victime d'un acte criminel. Les données du GPS constituaient un témoignage électronique impartial et daté qui démontrait la manipulation du véhicule. Sur la base de ces éléments, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration suivie de mort. C'était la première fois en 15 ans que cette affaire était officiellement requalifiée en homicide. Un juge d'instruction spécialisé dans les affaires criminelles complexes a été désigné pour diriger les investigations. La nouvelle de cette avancée majeure a été communiquée à la famille Roux lors d'une rencontre organisée au palais de justice de Quimper. Marie-Claire et Jean-Pierre ont écouté les explications techniques de Kessler avec une attention douloureuse. Quand la commandante a terminé son exposé, Marie-Claire a fondu en larmes, non pas de tristesse, mais d'un soulagement mêlé de rage. Après 15 ans d'incertitude absolue, elle avait enfin la confirmation que son instinct maternel ne l'avait pas trompée. Lucas n'était pas parti de son plein gré. Il n'avait pas choisi de les abandonner. Il avait été arraché à leur vie par la violence d'un criminel encore libre. Jean-Pierre, le père de Lucas, a posé la seule question qui importait vraiment à ses yeux. Qui avait fait cela à son fils? Kessler a admis avec franchise qu'elle ne le savait pas encore. Les données du GPS révélaient le comment du crime, mais pas le qui ni le pourquoi. Il n'y avait aucun suspect évident dans l'entourage de Lucas. Pas d'ennemis connus, pas de conflit personnel majeur, pas de dette ou de contentieux qui auraient pu motiver un tel acte. L'enquête entrait maintenant dans sa phase la plus difficile. Identifier un coupable 15 ans après les faits, alors que tous les témoins ont vieilli et que les souvenirs se sont estompés. Kessler et son équipe ont repris méthodiquement tous les témoignages de 2008 à la lumière de cette nouvelle hypothèse criminelle. Ils ont réinterrogé Chloé, les parents de Lucas, ses camarades de promotion et tous les habitants de la région qui avaient été entendus à l'époque. Ils cherchaient désormais un individu disposant d'un véhicule capable de transporter une voiture entière. Quelqu'un possédant une dépanneuse, un camion plateau ou tout équipement de levage adapté. Quelqu'un qui connaissait suffisamment bien la région pour identifier des lieux isolés ou commettre un crime sans témoin. Et surtout, quelqu'un qui avait une raison, aussi tordue soit-elle, de vouloir faire disparaître Lucas Roux. L'équipe de Kessler a commencé par dresser une liste exhaustive de tous les propriétaires de véhicules utilitaires et de dépanneuses opérant dans un rayon de 50 km autour du lieu de la disparition en janvier 2008. Cette recherche a nécessité de consulter les archives des préfectures, les registres des chambres de commerce et les bases de données des assurances professionnelles. Après 3 semaines de travail administratif fastidieux, ils ont identifié 47 véhicules correspondant aux critères techniques. Parmi eux, 23 appartenaient à des entreprises de dépannage automobile, 12 à des garages mécaniques, 8 à des sociétés de transport de matériel et 4 à des particuliers possédant des camions plateaux pour des usages agricoles ou de loisirs. Chaque propriétaire de véhicule a été contacté et interrogé. La plupart étaient des professionnels établis depuis des décennies, disposant d'alibis vérifiables pour la nuit du 19 au 20 janvier 2008. Certains avaient conservé leur registre d'intervention qui prouvait qu'ils étaient en déplacement professionnel loin de la Bretagne à cette date.
D'autres avaient des témoignages familiaux solides, confirmant leur présence chez eux cette nuit-là. Progressivement, la liste des suspects potentiels se réduisait. Mais aucun nom ne se détachait vraiment comme candidat évident au profil d'un meurtrier méthodique capable de planifier un enlèvement aussi sophistiqué. C'est en examinant les dossiers des 4 particuliers propriétaires de camions plateaux que l'enquête a pris un tournant inattendu. L'un d'eux était un homme de 52 ans, nommé Erwan Le Goff, résidant dans un hameau isolé à 17 km du lieu où la voiture de Lucas avait été retrouvée. Le Goff était mécanicien retraité, ancien employé d'un concessionnaire Renault de Quimper, où il avait travaillé pendant 28 ans avant de prendre sa retraite anticipée en 2006 pour raisons médicales. Il possédait un camion plateau Iveco qu'il utilisait occasionnellement pour transporter du matériel agricole ou rendre service à des voisins en panne. Lors de l'interrogatoire initial, Le Goff avait affirmé avec assurance qu'il se trouvait chez lui la nuit de la disparition de Lucas. Il vivait seul depuis son divorce en 2004 et ne pouvait fournir aucun témoin direct de sa présence à domicile. Mais selon lui, il n'avait aucune raison de sortir par une nuit de tempête et n'avait même pas utilisé son camion pendant tout le mois de janvier 2008 en raison du mauvais temps persistant. Son témoignage était cohérent, calme, dénué de nervosité apparente. Rien dans son comportement ne trahissait une quelconque implication criminelle. Les enquêteurs l'ont remercié pour sa coopération et sont passés au suspect suivant. Mais quelque chose tracassait l'un des jeunes enquêteurs de l'équipe de Kessler. Le lieutenant Thomas Briand avait remarqué un détail étrange en consultant le dossier professionnel d'Erwan Le Goff. Pendant ses années au concessionnaire Renault, Le Goff avait suivi plusieurs formations techniques spécialisées, notamment une formation sur les systèmes de diagnostic électronique embarqués dans les véhicules modernes. Cette formation incluait des modules sur les calculateurs moteurs, les systèmes GPS et les boîtes noires électroniques que les constructeurs installaient progressivement dans tous leurs modèles à partir des années 2000. En clair, Le Goff possédait exactement le type de connaissances techniques nécessaires pour comprendre qu'un GPS portable enregistre des données exploitables. Intrigué par cette coïncidence, Briand a décidé de creuser plus profondément dans le passé d'Erwan Le Goff. Il a consulté les archives judiciaires et découvert un élément troublant. En 1998, Le Goff avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression aggravée suite à une rixe dans un bar de Quimper. Selon les documents du tribunal, Le Goff s'était battu violemment avec un autre client après une dispute banale sur un match de football. Il avait frappé sa victime avec une chaise métallique, lui causant une fracture du crâne et une hospitalisation de 3 semaines. La victime avait porté plainte et Le Goff avait plaidé coupable, invoquant un accès de colère incontrôlable, aggravé par une consommation excessive d'alcool. Cette condamnation ancienne ne prouvait évidemment rien concernant la disparition de Lucas 15 ans plus tard. Beaucoup de gens commettent des erreurs de jeunesse violentes sans jamais récidiver. Mais elle établissait au moins un précédent de violence physique grave dans le passé de Le Goff. Briand a également découvert que Le Goff avait été licencié du concessionnaire Renault en 2006, non pas vraiment pour raisons médicales comme il le prétendait, mais suite à des accusations de harcèlement moral envers des collègues plus jeunes. Plusieurs mécaniciens stagiaires s'étaient plaints de son comportement agressif et humiliant. La direction avait négocié un départ discret avec une indemnité confortable en échange de la signature d'une clause de confidentialité. Ces éléments biographiques dessinaient le portrait d'un homme au tempérament colérique, capable de violence physique et entretenant visiblement une forme de ressentiment envers les jeunes hommes qui réussissaient professionnellement. Lucas Roux était précisément le type de personne que Le Goff pouvait envier ou détester. Un étudiant brillant en ingénierie mécanique, promis à une belle carrière chez Renault, exactement le genre de poste que Le Goff aurait peut-être aimé occuper s'il avait eu les qualifications nécessaires. Mais tout cela restait purement spéculatif. Il fallait des preuves concrètes, pas des psychanalyses sauvages. Kessler a autorisé une surveillance discrète d'Erwan Le Goff pendant 2 semaines. Les enquêteurs ont photographié ses déplacements, noté ses habitudes et tenté de détecter tout comportement suspect. Le Goff menait une vie solitaire et routinière. Il se rendait 3 fois par semaine au supermarché de Carex, passait ses après-midi dans son atelier à bricoler de vieilles motos et sortait parfois boire quelques bières dans le même bar depuis des années. Rien d'anormal, rien de révélateur.
C'était un homme seul et vieillissant qui semblait avoir renoncé à tout dynamisme social. La surveillance n'a rien apporté de concret. Kessler a alors décidé de jouer une carte plus agressive. Elle a obtenu du juge d'instruction une commission rogatoire pour perquisitionner le domicile et les dépendances d'Erwan Le Goff. L'opération a été menée à l'aube du 22 mai 2023 par une dizaine d'enquêteurs accompagnés de techniciens de la police scientifique. Le Goff a ouvert sa porte en pyjama, visiblement surpris mais étrangement calme. Il a déclaré qu'il n'avait rien à cacher et que les policiers pouvaient fouiller où ils voulaient. Cette assurance pouvait être celle d'un innocent ou celle d'un coupable ayant eu 15 ans pour effacer toute trace compromettante. La perquisition de la maison principale n'a rien révélé de significatif. Un intérieur modeste et vieillot, encombré de magazines automobiles, de pièces mécaniques diverses et de souvenirs d'une vie ordinaire. Pas de trophées macabres, pas de journal intime révélateur, pas de documents compromettants. Les techniciens ont saisi l'ordinateur personnel de Le Goff, un modèle ancien tournant encore sous Windows XP. L'analyse ultérieure de son disque dur n'a révélé aucun contenu illégal ou suspect. Juste des forums de discussion sur la mécanique automobile, quelques sites de petites annonces et une navigation Internet banale. C'est en fouillant le grand hangar métallique qui servait d'atelier à Le Goff que les choses ont pris une tournure troublante. Au fond du bâtiment, sous une bâche poussiéreuse, les enquêteurs ont découvert le camion plateau Iveco que Le Goff avait déclaré posséder. Le véhicule était dans un état de conservation remarquable pour son âge. La cabine était propre, presque stérile. Le plateau de chargement à l'arrière portait les traces d'un nettoyage méticuleux récent, malgré les années écoulées. Les techniciens de la police scientifique ont passé chaque centimètre carré du camion au luminol pour détecter d'éventuelles traces de sang invisibles à l'œil nu. Le résultat a été négatif. Si du sang avait jamais souillé ce véhicule, il avait été nettoyé avec une efficacité redoutable. Mais en examinant les documents d'entretien du camion retrouvés dans la boîte à gants, les enquêteurs ont fait une découverte intéressante. Selon les factures d'un garage de Quimper, Le Goff avait fait effectuer une vidange complète et un changement de tous les liquides du camion le 5 février 2008, soit 2 semaines seulement après la disparition de Lucas. Or, le véhicule n'avait parcouru que 8000 km depuis la dernière vidange effectuée en septembre 2007. Un entretien aussi rapproché était techniquement inutile et économiquement absurde. Pourquoi dépenser de l'argent pour une maintenance prématurée si le véhicule était censé être resté au garage tout le mois de janvier comme Le Goff l'affirmait? Confronté à cette incohérence lors d'un interrogatoire ultérieur, Le Goff a fourni une explication bancale. Il prétendait avoir voulu vérifier l'état du moteur parce qu'il avait entendu un bruit anormal lors d'un court trajet fin janvier. Le garagiste lui aurait conseillé une vidange préventive, même si elle n'était pas techniquement nécessaire. Cette justification était possible, mais peu convaincante. Les enquêteurs ont contacté le garagiste en question, qui se souvenait vaguement de cette intervention 15 ans plus tôt, mais ne pouvait confirmer ni infirmer le récit de Le Goff avec certitude. Les investigations sur Erwan Le Goff se sont poursuivies pendant des mois sans apporter de preuves décisives. Les enquêteurs ont interrogé ses voisins, ses anciens collègues et toutes les personnes ayant eu un contact avec lui en janvier 2008. Plusieurs témoins ont confirmé qu'ils considéraient Le Goff comme un homme taciturne, parfois désagréable, mais personne ne l'imaginait capable d'un meurtre prémédité. Un ancien collègue du concessionnaire Renault a raconté une anecdote troublante. Le Goff aurait un jour déclaré durant une pause café qu'il détestait les jeunes ingénieurs arrogants qui sortaient de l'université en pensant tout savoir alors qu'ils n'avaient jamais mis les mains dans un moteur. Cette remarque datait de 2005, soit 3 ans avant la disparition de Lucas. Malgré tous ces éléments circonstanciels, Kessler se heurtait à un mur judiciaire infranchissable. Elle avait un suspect crédible avec un mobile psychologique potentiel, les compétences techniques nécessaires, l'équipement matériel adéquat et quelques incohérences dans ses déclarations. Mais elle n'avait aucune preuve matérielle directe le reliant au crime. Pas d'ADN, pas de témoignage visuel, pas d'aveu, pas de corps. Dans le système judiciaire français, ces éléments ne suffisaient pas à obtenir une mise en examen formelle, encore moins une condamnation. Le procureur a refusé d'engager des poursuites sans preuves plus solides. En septembre 2023, 9 mois après la réouverture de l'enquête,
Kessler s'est retrouvée dans une impasse frustrante. Elle était moralement convaincue qu'Erwan Le Goff avait joué un rôle dans la disparition de Lucas Roux. Tous les signaux psychologiques, techniques et circonstanciels pointaient vers lui. Mais la conviction morale d'un enquêteur n'a aucune valeur devant un tribunal. Il fallait des faits vérifiables, des preuves tangibles, des éléments irréfutables. Et ces preuves restaient désespérément hors de portée après 15 ans d'érosion temporelle, qui avait effacé ou dégradé la plupart des traces matérielles. L'enquête reste techniquement ouverte à ce jour. Erwan Le Goff vit toujours dans son hameau isolé, conscient qu'il est surveillé par les autorités, mais protégé par l'absence de preuves formelles contre lui. La famille Roux continue d'attendre une justice qui ne viendra peut-être jamais complètement. Marie-Claire et Jean-Pierre ont au moins obtenu la certitude que leur fils n'est pas parti volontairement. Mais ils n'ont toujours pas de réponse à la question qui les torture depuis 15 ans. Où est le corps de Lucas? Que lui est-il arrivé exactement cette nuit-là? Et surtout, pourquoi lui? Les données du GPS ont révélé le comment du crime avec une précision technique implacable. Elles ont prouvé que Lucas Roux a été victime d'un enlèvement méthodique et d'une mise en scène criminelle sophistiquée. Mais elles n'ont pas pu identifier avec certitude le coupable, ni révéler l'emplacement final du corps. La technologie a ses limites. Elle peut analyser des chiffres, reconstituer des trajectoires, démontrer des incohérences. Mais elle ne peut pas lire dans l'âme d'un homme, ni arracher des aveux à un suspect qui se terre derrière le silence. Si cette histoire vous a marqué autant qu'elle m'a marqué, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines enquêtes que je partagerai avec vous. L'affaire Lucas Roux illustre une vérité dérangeante sur la nature de la justice moderne. Nous vivons dans une époque où la technologie peut ressusciter des preuves enfouies pendant 15 ans dans un morceau de silicium de quelques grammes. Nous pouvons reconstituer des déplacements avec une précision au mètre près, analyser des métadonnées invisibles et détecter des anomalies que l'œil humain n'aurait jamais perçues. Mais toute cette puissance technique se heurte à une limite immuable. Sans corps, sans témoin, sans aveu, même la preuve électronique la plus solide ne suffit pas toujours à franchir le seuil exigeant de la condamnation pénale. Le système judiciaire français exige des certitudes absolues et la science ne peut pas toujours les fournir. Pour Marie-Claire et Jean-Pierre Roux, cette réalité est un purgatoire quotidien. Ils savent désormais avec certitude que leur fils n'a pas choisi de disparaître. Ils savent qu'un criminel l'a arraché à sa vie avec une préméditation glaçante. Ils savent même probablement qui est ce criminel, même si la loi leur interdit de le nommer publiquement tant qu'aucune condamnation n'a été prononcée. Mais cette connaissance ne leur apporte aucune paix véritable. Ils ne peuvent pas faire leur deuil sans sépulture. Ils ne peuvent pas tourner la page sans conclusion judiciaire. Ils restent suspendus entre deux mondes, celui des vivants qui attendent et celui des morts qui méritent justice. L'histoire de Lucas Roux nous rappelle également que la sophistication technologique d'un crime n'est pas toujours proportionnelle à l'intelligence de son auteur. Celui qui a enlevé Lucas a commis une erreur fondamentale en ignorant que le GPS portable enregistrait des données bien plus détaillées que ce que l'interface utilisateur affichait. Cette erreur est restée invisible pendant 15 ans uniquement parce que personne n'avait pensé à chercher au bon endroit. Mais une fois découverte, elle a démoli l'illusion parfaite du suicide dans la forêt. Un seul fichier de log électronique a suffi à transformer une disparition mystérieuse en homicide avéré. La technologie oublie rarement. Elle attend simplement qu'une main experte vienne réveiller ses souvenirs enfouis dans le silence du code binaire.